Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation, à ce webinaire. Aujourd'hui, ma tâche consiste à vous expliquer un peu d'où origine la mise sur pied de ces webinaires-là. Tout ça a commencé par la rédaction un livre qui porte sur la restauration des sites miniers. Ce livre-là, qui a été produit dans les dernières années par un groupe d'auteur, ça visait à remplir un besoin qui était de plus en plus criant là, de ramasser l'ensemble de l'information en lien avec la restauration des sites miniers et de compiler ça dans un livre. Parce que la restauration des sites miniers, c'est une science qui est jeune et il n'y avait pas encore de, disons, de documents qui intégraient, qui présentaient l'information de façon actualisée dans un seul ouvrage. D'où la raison du livre. Et également, on se rendait compte qu'au niveau de la formation et même les gens dans les mines, il n'y avait pas de. L'information est un peu éparpillée, puis les gens souhaitaient avoir un document comme celui-là qui rassemble l'information. Donc, ça, c'est la raison du pourquoi on a travaillé sur ce livre. Puis, comme je le mentionnais, c'est essentiellement un produit qui vise à être utile pour les ingénieurs et professionnels qui travaillent dans le domaine de la restauration, et également les étudiants qui sont au grade supérieur, qui font des études au niveau deuxième, troisième cycle dans le domaine de la restauration des sites miniers. Euh, et ensuite, on peut se poser la question pourquoi une série de webinaires, le livre étant, dans le fond, un peu, il est autonome, là, vous pouvez acquérir les connaissances uniquement en achetant le livre, mais on s'est dit que ça serait utile de faire une série de webinaires sur le contenu du livre. Donc, premièrement, parce que le livre est en anglais, et on s'est dit que ce serait bien de transférer l'information en français et ça nous permettrait d'élargir le public, là, des gens qui sont intéressés à cette science-là, mais qui n'ont pas peut-être les mêmes capacités à lire l'anglais. Ben, ça peut être une façon d'aller acquérir des connaissances. Et en même temps, ben, ce que ça fait, c'est que ça me permet de transférer des travaux qu'on a fait au cours des dernières années. Puis, et ce que vous avez à voir comme la chance, là, c'est d'avoir accès aux experts, ceux qui sont les plus connaissants dans chacun des chapitres du livre, c'est ces gens-là qui vont venir vous faire une présentation du contenu. Donc, c'est un avantage important. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'approche qui a été prise dans le livre, c'est une approche interdisciplinaire et intégrée. Donc, les chapitres n'ont pas été rédigés en silo. Il y a une intégration des concepts à l'intérieur des différents chapitres. Vous allez retrouver des concepts fondamentaux et également des concepts pratiques. Donc, pour les gens qui travaillent dans le domaine, ça peut être, c'est un aspect intéressant du livre. Puis, on essaie de vous présenter là, où en est rendue la science. Donc, on essaie de faire une mise à jour de voici où on est rendu, puis quels sont les défis qu'il reste à relever pour avancer encore davantage nos connaissances dans le domaine de la restauration des sites miniers. Aujourd'hui, le webinaire porte sur le chapitre 8 du livre qui s'intitule en français Recouvrement monocouche avec nappe phréatique surélevée ou nappe surélevée. Le webinaire vous sera présenté par Thomas Paps, qui est l'auteur de ce chapitre. Thomas est professeur à l'École polytechnique de Montréal. Puis avant de lui laisser la parole, je veux juste vous donner une petite idée de une petite biographie. Thomas est professeur au département des génies civils, géologiques et des mines à Polytechnique Montréal depuis 2016. Et comme le mentionnait Stéphanie, il est aussi directeur scientifique de l'IRM à Polytechnique. Thomas a une formation d'ingénieur qu'il a obtenue à l'École nationale supérieure de géologie de Nancy, en France, et il est également titulaire d'un doctorat en génie minéral de Polytechnique Montréal. Les principaux intérêts de recherche de Thomas sont la restauration des sites miniers, la gestion intégrée et la valorisation des résidus et des roches stériles, le remblayage des fosses et l'effet des changements climatiques sur la gestion des eaux de surface, et également la performance des systèmes de recouvrement sur les sites miniers. Donc, voilà pour mon introduction. Maintenant, je laisse la parole à Thomas. Merci beaucoup Bruno pour cette introduction. Je vais commencer par partager mon écran pour que vous voyez ma présentation. Normalement, ça devrait être bon.
Je pense que si j'ai pas de retour, c'est que vous devriez tous normalement, voir ça. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis très content de vous présenter ce chapitre 8 qui concerne l'utilisation de la technique de restauration dite de la nappe phréatique surélevée avec couverture monocouche ou recouvrement monocouche. Donc ce que je vais essayer de faire dans les 40 minutes qui viennent, c'est de vous faire un petit peu un résumé, de ce que le chapitre contient, vous parler un petit peu des tenants et aboutissants de la technique, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'on peut la designer, la mettre en place et puis vous montrer également quelques exemples d'applications à grande échelle pour illustrer le fonctionnement de cette technique-là. Donc, peut-être que pour commencer, et puis en partant du principe que vous n'êtes peut-être pas tous assistés non plus au précédent webinaire, j'aimerais revenir sur une introduction générale qui concerne l'origine du problème. Comme vous le savez, les compagnies minières ont pour objectif de produire un minéral, un élément d'intérêt qui est utile à notre développement technologique. Les mines, donc, qu'elles soient en surface, à ciel ouvert donc, ou souterraines, vont produire un minerai, vont extraire un minerai de la roche, minerai qui va ensuite être transporté jusqu'à une usine, un concentrateur, où le matériel, le minerai va être concassé, broyé, et où on va extraire les minéraux d'intérêt au moyen de différentes techniques, par gravité, par flottation, afin de produire un concentré qui sera ensuite vendu sur les marchés. Donc c'est ça un petit peu le fonctionnement, le cœur finalement du travail d'une compagnie minière. Néanmoins, on a un problème là-dedans, c'est que le minéral, le minéraux d'intérêt, que ce soit donc des minéraux, par exemple des métaux de base, des métaux précieux, ne constituent qu'une infime fraction de la quantité totale de roche. Ce phénomène qu'on appelle la dilution est plus ou moins marqué selon le type de minerai qu'on produit. Par exemple, pour des mines d'or, on considère qu'actuellement, la plupart des compagnies minières exploitent des gisements à compris entre 1 et 5 grammes par tonne. Donc, il faut 1 tonne de roche pour produire 1 à 5 grammes d'or seulement. Alors la proportion de dilution varie un petit peu selon le type de mine. Les mines de cuivre, de zinc auront une dilution autour de quelques pourcents en général, mais dans tous les cas, c'est une toute petite fraction de la roche qui permet de former au final le concentré. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Comment est-ce qu'on va gérer le reste de la roche qui ne contient pas ces éléments d'intérêt? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les rejets concentrateurs ou les résidus miniers, qui sont généralement transportés à des fortes teneurs en eau par des pipelines et déposés dans ce qu'on appelle des parcs à résidus miniers qui sont généralement ceinturés par des digues pour contenir les rejets et dont la surface peut facilement dépasser plusieurs dizaines, voire centaines d'hectares et la hauteur plusieurs dizaines de mètres. Alors, certains entreposages, ces parcs à résidus, sont sujets à plusieurs instabilités physiques, comme ont pu le montrer quelques catastrophes au cours des dernières années, mais surtout, ces entreposages, ces parcs à résidus sont exposés à l'oxygène et à l'eau qui peuvent entraîner la formation de ce qu'on appelle le drainage mini-acide, caractérisé par un aspect comme celui sur les photos ici, une couleur ocre, des pH faibles. Alors, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on le prévient? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que ces rejets miniers, ces résidus miniers contiennent généralement beaucoup de sulfure. Ça peut être de la pyrite, de la pyrrhotite, de la chalcopyrite ou d'autres, des sulfures de fer qui, au contact de l'eau et de l'oxygène, vont s'oxyder et former du drainage mini-acide. Le drainage mini-acide, il est caractérisé par des pH très faibles. On parle de pH 3, pH 2, voire même inférieur, des concentrations en sulfate très élevées, ainsi que des concentrations en métaux très importantes. Donc cette eau contaminée va avoir un effet désastreux sur l'environnement, comme vous pouvez vous en douter. Et la première idée qu'on pourrait avoir, eh bien, c'est de traiter cette eau-là afin qu'elle se retrouve afin d'éviter qu'elle se retrouve dans l'environnement. Le traitement de l'eau, bien qu'étant une technique efficace, permet de gérer l'eau durant l'opération de la mine, mais ne constitue pas une solution durable pour prévenir la contamination de l'environnement. Pourquoi? Parce que le drainage minier-acide, en raison des quantités importantes de sulfure présents dans les rejets miniers, peut se poursuivre pendant plusieurs centaines, voire milliers d'années. Donc, la difficulté à organiser le traitement de l'eau, à rendre pérennes les infrastructures de traitement et puis à gérer également les bouts de traitement, tout ça complique énormément le traitement de l'eau pour une très longue durée. Donc, ce qu'on préfère faire, c'est agir en fait à la source, en amont, et prévenir la réaction de contamination, la réaction d'oxydation avant qu'elle se produise. Donc,
prévenir la génération de DMA avant que la réaction se mette en place. Et pour cela, on va généralement mettre en place sur le site minier des techniques de restauration, notamment des systèmes de recouvrement qui vont avoir pour objectif de bloquer soit l'oxygène, soit l'eau, donc d'empêcher l'un des réactifs de la réaction d'entrer en contact avec les minéraux sulfureux. Alors pour ce faire, il existe plusieurs techniques, comme par exemple les couvertures FLBR capillaires ou CEBC, les couvertures en eau et encore les couvertures monocouches avec nappe phréatique surélevée dont on va parler aujourd'hui. Ces techniques-là se basent généralement sur la présence d'eau, l'eau qui est une excellente barrière à l'oxygène en fait. Pourquoi? Eh bien parce que la diffusion de l'oxygène dans l'eau est très faible, on parle généralement d'à peu près 10 000 fois plus faible que la diffusion de l'oxygène dans l'air. Donc, en maintenant nos systèmes de recouvrement plus ou moins saturés, nos résidus également, on va être capable de contrôler la diffusion de l'oxygène jusqu'au rejet et ainsi de stopper la réaction de génération de DMA avant que la situation ne devienne incontrôlable et avant qu'on ne produise du DMA. Donc, la couverture en eau a été présentée lors d'un précédent webinaire. La CBC sera présentée lors d'un futur webinaire. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur la technique de restauration qui s'appelle donc la nappe phréatique surélevée avec couverture monocouche. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, l'objectif de la technique, c'est de saturer, de maintenir les rejets saturés au cours du temps afin de limiter la diffusion de l'oxygène et donc de prévenir la réaction d'oxydation. Comment est-ce qu'on maintient nos rejets saturés? Eh bien, on va rehausser volontairement le niveau de la nappe phréatique dans le parc à résidus afin de maintenir nos rejets, encore une fois, à un degré de saturation de 100%. On parle bien de rehaussement parce que, naturellement, les résidus miniers, de par leur nature, de par leur exposition à l'atmosphère, et parce que les digues de parc à résidus sont généralement construits en matériaux miniers perméables, eh bien, naturellement, les résidus miniers vont avoir tendance à se désaturer au cours du temps. Donc, le seul moyen de les maintenir saturés, ça va être de faire rentrer de l'ingénierie, donc par différentes techniques dont on va voir l'application un peu plus tard. Donc, utiliser différentes techniques pour maintenir le niveau phréatique à un niveau suffisant pour maintenir nos rejets saturés. Alors, on n'a pas nécessairement besoin de saturer nos résidus, pardon, de remonter le niveau phréatique jusqu'à la surface des résidus. Pour les maintenir saturés, on va pouvoir également utiliser leur propriété naturelle de rétention d'eau qui va faire que dans ce qu'on appelle la frange capillaire, donc une épaisseur de matériaux variable au-dessus des nappes phréatiques, les rejets vont retenir l'eau suffisamment pour se maintenir saturés. Cette évaluation donc de la frange capillaire, de l'épaisseur de la frange capillaire, est directement liée aux propriétés non saturées des résidus et à la détermination de ce qu'on appelle la pression d'entrée d'air ou AEV de ces matériaux. Cet AEV varie selon la granulométrie, la compaction, donc la porosité des matériaux, mais pour des résidus miniers typiques, est généralement comprise entre 1 et 4 mètres à peu près. Donc, en faisant remonter le niveau d'eau jusqu'à une profondeur équivalente à l'AEV, on va être capable de maintenir nos résidus saturés par capillarité au-dessus du niveau d'eau. D'accord? Donc, comment est-ce que maintenant, concrètement, est-ce qu'on peut remonter le niveau d'eau? Comme je vous disais, naturellement, les résidus tendent à se désaturer au cours du temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir les résidus saturés? Eh bien, on va pouvoir jouer sur le bilan hydrique. Le bilan hydrique, c'est la somme des entrées d'eau et des pertes d'eau. Donc, il va falloir s'assurer de maintenir un bilan hydrique positif afin que le niveau phréatique soit maintenu au niveau souhaité, c'est-à-dire à une profondeur de nappe qui soit à peu près égale à la pression d'entrée d'air ou l'AEV des résidus. Donc, faisons ici rapidement le bilan des entrées d'eau sur un parc à résidus. Les entrées d'eau vont être principalement celles des précipitations et donc de l'infiltration des eaux de précipitation dans le système. On peut également avoir du ruissellement lorsque le parc à résidus est construit à flanc de colline ou au creux de vallée. On a également des échanges qui peuvent se produire avec la nappe phréatique naturelle, régionale, si jamais le parc n'a pas été, en l'absence, je dirais plutôt, de tapis d'étanchéité. Donc voilà pour les entrées d'eau, ce qui va permettre d'amener de l'eau sur le site. Au niveau des pertes d'eau, on va bien sûr avoir les pertes, donc les drainages à travers les digues, mais également les phénomènes d'évaporation. Et puis,
les éventuelles pertes aussi au niveau au niveau du ruissellement, donc en surface du parc à résidus, c'est-à-dire toute la différence, toute l'eau qui n'aura pas été infiltrée, l'eau de précipitation non infiltrée, qui serait perdue en surface. Donc, on va voir différentes techniques. Comment est-ce qu'on peut jouer sur ces paramètres-là? Ce qu'on va vouloir faire, bien sûr, c'est augmenter les arrivées d'eau et limiter au maximum les pertes d'eau. Et comment est-ce qu'on va faire pour contrôler ça? Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que les principaux phénomènes d'entrée et de sortie d'eau, ça va être les précipitations et l'infiltration, et puis les phénomènes d'évaporation et de drainage à travers les digues. Donc, concrètement, si on regarde un petit peu les différentes approches qui nous permettent de rehausser le niveau de la nappe, tout d'abord, on va pouvoir jouer sur l'infiltration. On va pouvoir essayer d'optimiser, d'augmenter l'infiltration, tout d'abord en essayant de diriger l'eau sur le site vers le parc à résidus, mais également en diminuant au maximum le ruissellement en surface afin que l'eau ait le temps de s'infiltrer dans les rejets. Donc pour ça, on va avoir généralement une surface de parc qui va être horizontale. On va également essayer d'installer une couche de matériau granulaire qui va retenir une fraction de l'eau avant que celle-ci puisse tranquillement s'infiltrer dans les résidus. On peut également utiliser de la végétation afin de limiter le ruissellement. Quand bien même, et c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses ici, la végétation peut également tendre à augmenter l'évapotranspiration et donc à faire perdre de l'eau à notre bilan hydrique. En parlant d'évaporation, on peut également jouer sur ce phénomène-là en essayant de le réduire au maximum, notamment en utilisant des couches de matériau granulaire et en créant ce qu'on appelle des effets de barrière capillaire afin d'éviter les pertes d'eau par évaporation. Donc, vous voyez que là, j'ai déjà commencé à parler de l'ajout de couches de matériau granulaire qui constituent le cœur en fait de la couverture monocouche dont je reparlerai un peu plus tard. Parmi les autres techniques qui permettent de contrôler le niveau phréatique, il y a bien sûr aussi l'imperméabilisation des digues. Alors, on peut utiliser des digues complètement imperméables, un petit peu comme on le ferait pour des barrages hydroélectriques avec des noyaux en argile. On peut également avoir des digues qui sont partiellement perméables afin de limiter suffisamment les pertes d'eau pour que celles-ci soient compensées par les éventuelles précipitations. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, sur les photos qui vous montre ce qui a été réalisé sur le site Manitou où des résidus, des matériaux fins ont été ramenés près du parc afin de réduire les pertes d'eau dans les digues et donc de faire remonter, encore une fois, comme c'est l'objectif, le niveau d'eau de la nappe phréatique dans le parc à résidus. Bien entendu, si on veut également éviter les pertes d'eau, il est préférable d'installer un tapis d'étanchéité à la base des parcs à résidus. De toute façon, c'est généralement la norme de nos jours, même une obligation réglementaire pour protéger le milieu environnant. Ce n'était pas toujours fait il y a encore quelques décennies. Mais donc l'utilisation d'un tapis d'étanchéité va nous permettre d'éviter justement de perdre trop d'eau par drainage vers la nappe phréatique régionale. Et puis, en plus de ces approches qui permettent de contrôler le bilan d'eau, on va également pouvoir jouer sur les propriétés des matériaux qu'on dépose dans nos parcs à résidus afin d'augmenter leur capacité de rétention d'eau. En augmentant leur capacité de rétention d'eau, on va retenir l'eau plus facilement sur le site et donc maintenir un niveau phréatique plus élevé et ainsi le rehausser à la profondeur souhaitée. Pour ce faire, deux techniques principales, soit tout d'abord l'utilisation de barrières imperméables verticales qui permettent d'allonger le temps ou la distance d'écoulement de l'eau sur le parc à résidus. En installant des murs imperméables de différentes manières sur le site, on va forcer l'eau en fait à suivre un parcours plus long et à rester plus longtemps dans les résidus, dans le parc à résidus. Donc, en faisant ça, on va forcément garder l'eau plus longtemps sur place et donc rehausser le niveau phréatique. Alors, je précise quand même ici que c'est une technique qui est très théorique et qui n'a jamais été vraiment mise en place à cause des coûts occasionnés par l'installation de telles barrières imperméables. Mais ça permet, en tout cas, ça a été développé pour justement aider au rehaussement de la nappe phréatique. Plus concrètement et plus pratiquement, on peut également augmenter la capacité de rétention des résidus eux-mêmes. On peut, par exemple, en augmentant la compaction des matériaux en place, donc en diminuant leur porosité ou leur indice des vides, augmenter leur
pression d'entrée d'air. Vous avez ici, pour un même matériel, pour un même résidu, quelques courbes de rétention d'eau pour différents indices des vides, des valeurs un petit peu extrêmes, mais c'est juste pour vous illustrer à quel point est-ce que cette technique de compaction peut aider à maintenir le niveau phréatique plus élevé dans le parc. Vous voyez que pour un indice des vides de 0,9, donc un matériel, un résidu qui est très lâche, l'AEV est de 1 mètre, donc il faudrait une nappe phréatique à 1 mètre sous la surface pour saturer complètement les résidus. Pour le même matériel, les mêmes résidus, mais compactés beaucoup plus fortement à un indice des vides de 0,3, donc très très compacté, on peut avoir une remontée capillaire d'équivalent de 6 mètres. Donc ça change du tout au tout notre design et puis donc l'endroit où est-ce que notre nappe phréatique doit se retrouver pour maintenir les rejets saturés. La même chose, on peut également mélanger nos rejets avec du ciment, avec des liants ou même avec d'autres types de rejets de granulométrie différentes, puisqu'on va comme ça être capable d'augmenter notre pression d'entrée d'air ou AEV selon les proportions de mélange. Donc, augmenter les proportions de mélange pour augmenter l'AEV tout en maintenant des propriétés mécaniques suffisantes pour la stabilité du système. Donc, voilà quelques idées qu'on peut mettre en place pour augmenter, pour rehausser le niveau de phréatique sur le site. Ce que l'on constate néanmoins, c'est que la plupart de ces techniques-là, que ce soit l'installation de digues étanches, que ce soit la modification des capacités de rétention d'eau des résidus, ou encore l'installation d'un tapis d'étanchéité, est beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteuse à mettre en place si elle est prévue dès le début de l'opération, dès le début de la déposition dans le parc. Et là, on retrouve ce concept extrêmement important en restauration, qui est celui de la conception pour la fermeture ou designing for closure. Ce qu'on veut dire par là, c'est que pour que la nappe phréatique surélevée avec couverture monocouche soit efficace, qu'elle puisse être mise en place à moindre coût, eh bien, il faut la prévoir dès le début des opérations et ne pas intervenir, ne pas changer de plan de restauration a posteriori, sans quoi les coûts risquent d'augmenter significativement. Donc, la planification de la restauration par cette technique-là va permettre de mettre en place les différentes approches présentées plus tôt pour maintenir le niveau phréatique à la hauteur souhaitée. Alors, je reviens également sur cette question ici de profondeur de nappe. Je vous ai mentionné plus tôt qu'on essaie d'utiliser généralement une profondeur de nappe qui correspondait à la pression d'entrée d'air ou AEV. Des travaux récents ont montré que ce n'était pas toujours suffisant. Tout d'abord, on va plutôt préconiser d'utiliser un demi-AEV, ce qui va nous permettre de prendre en compte les éventuelles incertitudes et hétérogénéité des matériaux. Ça a été proposé il y a quelques années afin d'améliorer l'efficacité de la technique, également sa résilience par rapport à des choses qu'on contrôle moins lors de la construction du parc à résidus. Des travaux plus récents ont également montré que cette valeur d'AEV ou même de demi-AEV était surtout applicable à des résidus frais, mais pour le cas de sites préoxydés où il y a déjà de la contamination et un risque d'oxydation indirecte par les ions fer 3+, eh bien, il est même préférable dans ce cas-là de ramener le niveau phréatique jusqu'à la surface. Ce n'est pas sans conséquence, ce choix-là. Plus le niveau phréatique va être élevé, plus ça va nécessiter d'infrastructures, plus ça va être difficile à contrôler. Et plus ça va être coûteux également de construire les digues étanches en conséquence. Donc, mais on voit qu'on a une bonne idée de qu'est-ce qu'il faut qu'on vise en termes de profondeur de nappe. Le problème avec tout ça, c'est que malgré ça, il est très difficile, voire quasiment impossible, de contrôler un niveau de nappe phréatique si élevé sans aucune barrière à l'évaporation. L'évaporation sur les sites miniers, que ce soit au Québec et à fortiori dans d'autres régions plus arides, l'évaporation va retirer beaucoup d'eau du site et le bilan hydrique va rapidement devenir négatif. Donc, le seul moyen de se garantir de maintenir un niveau phréatique à la profondeur souhaitée, c'est d'utiliser, en complément de la nappe phréatique surélevée, une couverture monocouche afin de contrôler les pertes d'eau par évaporation et donc d'optimiser, de maximiser le bilan d'eau sur le site. Donc, cette couverture monocouche parce que généralement, on va utiliser un seul matériau pour sa construction, va généralement être constituée d'un matériel qui va avoir les propriétés suivantes, à savoir une faible rétention d'eau pour créer un effet de barrière capillaire efficace avec les résidus sous-jacents et donc d'empêcher effectivement l'évaporation, et en même temps une conductivité hydraulique saturée élevée afin que les eaux de précipitation puissent s'infiltrer dans les résidus et viennent contribuer également à maintenir le niveau d'eau, le niveau phréatique au niveau souhaité.
Donc, pour ce faire, on va donc généralement utiliser des matériaux grossiers, du sable, des roches concassées ou du gravier, qui ont la particularité d'être très contrastés, d'être beaucoup plus grossières que les résidus. Donc, c'est ce qui va se passer. Alors, je passe rapidement là-dessus. Je renvoie les gens intéressés au chapitre 2 du livre, de notre livre, qui décrit en détail le comportement physique et les aspects théoriques de ce bris capillaire. Mais pour faire simple, grâce au contraste de propriétés granulométriques entre les deux matériaux, les matériaux grossiers de la monocouche vont se désaturer, vont donc devenir très imperméables et vont prévenir la migration verticale de l'eau dans la couverture, donc prévenant ainsi l'évaporation de l'eau et la perte d'eau du système. Donc, ce bris capillaire va permettre de maintenir le niveau phréatique dans les résidus à la profondeur souhaitée. À noter également que la couverture monocouche a également des objectifs annexes, comme par exemple celle de limiter l'érosion et les bioturbations en surface, puisqu'on sait également que les résidus qui seraient trop secs pourraient par exemple entraîner la production de poussière. Grâce à une monocouche, on va également éviter ça, en plus d'aider à restaurer le site. Alors, au niveau du choix des matériaux, on va bien sûr être très limité par ce qui est disponible à proximité. Les questions donc, de design, d'épaisseur, de choix de matériaux et des coûts afférents à la construction de recouvrement monocouche vont être très, très contrôlés par les matériaux disponibles. Donc, il est toujours bien sûr possible d'utiliser des matériaux naturels. On a également cette contrainte de la surface à restaurer. Des sites très grands qui auraient des grandes surfaces à restaurer sur des épaisseurs importantes nécessiteraient souvent l'utilisation de grandes quantités de matériaux qui devraient être présents dans l'environnement. Donc, on cherche de plus en plus à essayer de valoriser des matériaux miniers, comme par exemple des roches stériles, donc des matériaux grossiers, avec les propriétés adéquates pour la construction d'un recouvrement monocouche, et de voir si on peut réutiliser ces matériaux-là plutôt que d'aller emprunter les matériaux dans le milieu naturel. Alors, ce n'est pas si simple en raison notamment de l'éventuelle réactivité et également de la présence de matériaux fins dans les roches stériles. Donc, des travaux sont en cours, mais les premiers résultats sont assez prometteurs sur cette technique-là. Pour finir, en termes de conception sur la couverture monocouche, on va généralement viser donc des épaisseurs comprises entre 0,5 m et 2 m d'épaisseur afin d'avoir un recouvrement, une couverture monocouche qui soit la plus désaturée possible afin de créer un bon effet de barrière capillaire avec les résidus sous-jacents. Il faut faire très attention également à l'homogénéité des matériaux qu'on place sur le site afin de s'assurer que la barrière, la couverture monocouche, joue son rôle de barrière à l'évaporation de manière homogène sur l'ensemble du site. Il suffirait qu'un endroit elle soit moins performante pour que ça affecte le niveau phréatique sur l'ensemble du site. Donc, faire attention à avoir une structure de recouvrement qui soit homogène et efficace sur l'ensemble du parc à résidus miniers. Alors, je vous mentionne ici la technique habituelle de couverture monocouche. Il est également possible de l'utiliser dans une approche alternative où, cette fois-ci, la couverture monocouche va être construite avec des matériaux fins. Par exemple, des résidus désulfurés ou des résidus non jetants d'acide. L'idée dans ce cas-là est un petit peu différente. On veut toujours bien sûr contrôler le bilan hydrique avec l'atmosphère, mais en complément, on souhaite également que notre couverture reste partiellement saturée. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, elle va elle aussi jouer le rôle de barrière à l'oxygène. Donc, en plus de limiter l'oxydation dans les résidus, et donc la diffusion dans les résidus saturés, on va en plus limiter la diffusion avant même ça, donc même dans la couverture elle-même. Donc, ça fonctionne dans certains cas très particuliers, lorsque les matériaux sont bien choisis, lorsque le climat également est bien adapté. Néanmoins, cette approche-là nécessite d'être très précis dans son design parce que les matériaux fins sont beaucoup plus sensibles à la fois à l'érosion, mais également à l'évaporation. Et ils pourraient, à terme, produire ou faire apparaître des fentes de dessiccation ou des fissures qui seraient autant de passages préférentiels pour l'eau et pour l'oxygène, venant ainsi complètement ruiner toute efficacité au recouvrement. Donc, je vous le mentionne ici, c'est une possibilité, ça vient rajouter à l'efficacité, mais ça nécessite pas mal de contrôles supplémentaires et un design plus méticuleux encore que le design habituel par couverture granulaire de matériaux grossiers.
À noter que pour préserver cette couche de matériaux fins, il est également possible d'installer une couverture de protection au sommet. On passe alors à un système de recouvrement dit bicouche qui permet d'allier à la fois les avantages de la technique vue précédemment et puis également l'effet de barrière d'oxygène supplémentaire, mais qui a bien sûr des impacts sur le coût de la restauration. Alors, ce qui est important ici, parce que j'ai présenté les techniques nappe phréatique surélevée et couverture monocouche de manière séquentielle, en réalité, les deux sont absolument complémentaires. Si vous voulez, comme vous le démontrez plus tôt, une nappe phréatique surélevée sans couverture monocouche ne permettra pas de maintenir le niveau phréatique à la profondeur souhaitée. Ça ne fonctionne tout simplement pas parce que l'évaporation est trop intense de manière générale pour maintenir le bilan hydrique suffisamment positif pour garder le niveau phréatique sous la surface des résidus et donc les maintenir saturés. Inversement, il est impossible d'utiliser uniquement une couverture monocouche et d'avoir une nappe phréatique plus profonde. Sur les quelques résultats que je vous présente ici sur la diapositive, vous avez la variation de degré de saturation dans les résidus dans la couverture au cours du temps, la couverture monocouche, et vous voyez que pour des nappes phréatiques situées à 2 mètres, 4 mètres ou 6 mètres de profondeur, ce qui était beaucoup plus profondément que l'AEV du matériel ici testé, qui était de 1 mètre, on voit que la couverture se désature et donc que l'oxygène pénètre directement à travers la couverture jusqu'au résidu et entraîne, vous le voyez à droite, la diminution rapide du pH parce qu'il y a génération de drainage mini-acide. Donc, un message important que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est que la technique est vraiment la combinaison des deux, qu'il faut la nappe phréatique surélevée avec l'utilisation d'une couverture monocouche ou l'inverse, une couverture monocouche avec une nappe phréatique surélevée. Ce sont les deux techniques qui permettent d'avoir une restauration qui soit efficace. Indépendamment, les techniques ne fonctionnent pas, donc il faut vraiment les deux aspects pour pouvoir avoir une restauration efficace et qui prévienne la génération de drainage mini-acide. Alors, maintenant que c'est dit, voyons quelques idées, quelques points clés sur la conception d'une technique de restauration par nappe phréatique surélevée avec couverture monocouche. Vous allez trouver dans le livre un schéma complet qui détaille un petit peu les différentes étapes qui interviennent dans la conception d'un tel recouvrement. Donc, conception, on veut dire quoi? On veut dire le choix de la position de la nappe phréatique, le choix du matériel de recouvrement, le choix également de l'épaisseur de la couverture selon les matériaux, les conditions climatiques et les propriétés des résidus eux-mêmes. Alors, je ne peux pas forcément passer à travers tout le détail de ce schéma de conception. Encore une fois, je renvoie les gens intéressés vers le livre, mais peut-être apporter votre attention sur quelques aspects, notamment l'utilisation couplée d'essais de laboratoire et de modèles numériques afin de concevoir une technique de restauration qui prenne en compte les différents facteurs d'influence. C'est quelque chose d'assez standard aujourd'hui lorsqu'on développe un plan de restauration, d'utiliser des essais de laboratoire à moyenne échelle pour calibrer des modèles numériques que l'on va ensuite extrapoler à l'échelle du terrain pour designer au mieux notre système de restauration. Autre point important, vous voyez ici au cœur du schéma de conception, il y a 3 paramètres que l'on va regarder, à la fois donc tout ce qui est variation des degrés de saturation, variation des flux d'oxygène et de la qualité d'eau. Ces 3-là doivent être pris en compte afin d'évaluer correctement la performance du système de recouvrement. Il va falloir regarder, s'assurer que nos résidus sont bien saturés. Donc, comme dit, on souhaite rehausser suffisamment le niveau de la nappe phréatique pour garder les rejets saturés, donc limiter la diffusion d'oxygène. Il va falloir également regarder l'effet d'oxygène concrètement, de combien sont-ils et combien d'oxygène arrive jusqu'au rejet. Et enfin, également regarder l'évolution de la qualité d'eau pour bien valider la performance du système. Ce n'est pas suffisant de regarder juste un paramètre parce que, par exemple, regarder seulement le bilan d'eau va nous entraîner peut-être à sous-estimer le potentiel d'oxydation indirecte, d'oxydation indirecte des résidus qui pourrait à terme entraîner également des effets, donc des générations d'EMA, même sans oxygène. Inversement, regarder juste ou tester simplement la qualité d'eau, ça ne sera pas suffisant parce qu'on sait que les réactions chimiques mettent un certain temps à se développer et pourraient nous laisser penser qu'on est sécuritaire au niveau de la restauration, alors que les mécanismes de l'oxydation ont déjà commencé, mais que des minéraux neutralisants sont là pour limiter la baisse de pH.
Bref, il faut donc combiner ces trois aspects-là pour développer correctement et concevoir correctement la technique de restauration. C'est vrai pour la naphrétique surélevée avec l'automonocouche, c'est vrai d'ailleurs pour les autres techniques de restauration. Ensuite, il y aura toujours cette nécessité également d'aller tester la technique à moyenne échelle ou grande échelle sur le terrain pour prendre en compte les effets d'échelle, mais également des conditions climatiques plus réalistes, plus représentatives de ce à quoi le site va être exposé. Donc là, vous avez par exemple des essais qu'on fait assez régulièrement à l'Institut de recherche mine-environnement qui consistent à construire des cellules de terrain d'à peu près 10 mètres par 10 mètres pour 2 mètres de profondeur et où on va valider les modèles qui ont été proposés au laboratoire et s'assurer que tout fonctionne bien comme prévu, enfin, finalement, de l'appliquer à grande échelle pour restaurer les parcs dans leur ensemble. Donc voilà un petit peu pour le schéma de conception, donc comme je le disais, avec quelques points sur lesquels je voulais attirer votre attention. Quelques défis supplémentaires et aspects que j'aimerais également mentionner, c'est tout d'abord l'effet, la difficulté qu'on a aussi de concevoir une restauration de ce type-là avec des matériaux qui sont par nature hétérogènes. Une mine va produire des rejets miniers pendant toute sa durée de vie, donc parfois pendant plusieurs dizaines, voire vingtaines d'années. Donc on va avoir une évolution des propriétés des matériaux qui vont devoir être prises en compte lorsque l'on va définir notre niveau de nappe phréatique. La méthode de déposition également, et notamment la ségrégation des particules liées à l'entraînement des particules fines loin du point de déposition et la déposition, la sédimentation plus rapide des particules grossières près des digues, près des points de déposition, va également entraîner des comportements, des propriétés différentes selon où on se trouve sur le site. Donc, il va falloir bien faire attention que quand on va définir notre niveau phréatique à viser, eh bien, que celui-ci respecte bien les propriétés à la fois des matériaux les plus fins, les plus grossiers, bref, prenne en compte tout l'éventail de propriétés des résidus observés, mesurés sur le site. Un point important également, c'est de prévoir un plan de suivi, de monitoring sur le terrain afin de s'assurer que la technique est bien mise en œuvre et que nos résidus, une fois en place avec la nappe phréatique surélevée et la cuvette monocouche, restent bien saturés et qu'on empêche bien l'oxydation de se produire. Donc, ça va nécessiter d'installer des piézomètres sur le terrain pour mesurer le niveau phréatique, des capteurs de teneur en eau ou de succion avec donc autant dans les résidus que dans la couverture, et puis éventuellement des systèmes géophysiques si on veut avoir une image plus globale du comportement hydrogéologique que simplement des points de mesure indépendants. Donc, le suivi, très important pour s'assurer qu'au cours du temps, avec la variation des saisons, eh bien, le système reste performant et que nos résidus restent saturés au cours du temps, comme c'est l'objectif de la technique. Dernière chose, et je pense que vous me voyez venir, hein, je parlais de saison, je parlais de bilan hydrique, donc forcément, il va falloir également prendre en compte l'effet de changement climatique dans le design d'une telle technique de restauration. La méthode de la nappe phréatique surélevée avec couverture monocouche est tellement sensible aux conditions climatiques, au bilan hydrique, qu'il faut absolument prendre en compte les changements climatiques et en particulier le risque de voir des sécheresses de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses se développer au cours des prochaines années. Donc, très rapidement, et juste pour vous illustrer la difficulté et l'importance de prendre en compte les changements climatiques, voici une étude qui a été réalisée très récemment et dont les travaux sont actuellement en cours de publication, où on vous montre ici l'évolution du degré de saturation de la position de la nappe phréatique et du flux d'oxygène en fonction de plusieurs scénarios climatiques à venir dans la période 2020-2100. Je ne vais pas aller dans le détail, mais ce que je vais vous montrer, c'est que pour les conditions les plus extrêmes de température et d'évaporation, on voit qu'une technique de la nappe phréatique surélevée avec auto-monocouche qui est efficace pour les conditions actuelles, pourrait voir en fait sa performance diminuer significativement avec une augmentation des flux d'oxygène qui pourrait augmenter de plus de 60% liée à une désaturation des recouvrements et à une diminution du niveau phréatique dans les parcs et résidus. Donc, encore une fois, tout dépend bien sûr des conditions, tout dépend de là où on se trouve, des matériaux, mais ce que je vais vous illustrer avec ça, c'est l'importance de prendre en compte les changements climatiques pour un bon design, une bonne conception de cette technique de restauration. Alors,
Maintenant que je suis passé un petit peu à travers les approches, les concepts théoriques, voyons un petit peu comment cette technique-là a été mise en place. Et pour cela, j'ai choisi deux sites situés en Abitibi-Témiscamingue et sur lesquels l'Institut et puis nos universités ont eu l'occasion de travailler ces dernières années. Donc, je vais commencer avec le cas de Aldermac, qui était un site abandonné, une ancienne mine de cuivre et de zinc dans les années 30, années 40, qui a été laissée à l'abandon à une époque où l'environnement minier, c'était quelque chose qui n'existait même pas, qui n'est même pas pris en compte, et qui a, sur les 60 hectares où les rejets ont été déposés, continué à générer beaucoup d'acide et beaucoup de drainage minier acide. Plusieurs travaux de restauration ont commencé dans les années 90, notamment avec l'implication de nos chercheurs à l'UQAT et à Polytechnique, et a permis de mettre en place une restauration du site. Alors, le site est assez étendu, donc il y a plusieurs zones qui ont été identifiées avec différentes techniques de restauration, mais l'une d'entre elles, eh bien, c'est justement la technique de la nappe phréatique surélevée avec couverture monocouche qui a été mise en place. Donc, ce site abandonné a été restauré au moyen d'une couverture monocouche, en fait, constituée de matériaux grossiers, très grossiers, comme vous le voyez sur la photo ici, et également un rehaussement du niveau phréatique. Donc, les matériaux ont été ramenés sur une zone plus petite. On a rajouté des digues pour construire, pour limiter les pertes d'eau par drainage, et puis on a ainsi pu remonter le niveau phréatique jusqu'à la surface, moi-même légèrement au-dessus de la surface des résidus. Et par-dessus, on est venu donc ajouter cette couverture monocouche de matériaux grossiers, très grossiers, pour créer un bris capillaire. Et donc, comme je vous le disais plus tôt, favoriser l'infiltration, donc augmenter l'eau qui rentre sur le site, et puis diminuer ou contrôler l'évaporation afin d'éviter que les résidus se désaturent. Et alors, je ne rentre pas dans le détail parce que ça prendrait une heure de plus pour vous parler de tout ce qui a été fait sur ce site-là, du suivi au niveau de la qualité d'eau, au niveau des élévations de niveau de nappe. Mais je peux vous dire donc effectivement que globalement, le système fonctionne très bien. En fait, le niveau phréatique, on se rend compte qu'on est capable de le maintenir au niveau souhaité, mais même légèrement au-dessus du niveau souhaité. Donc, comme prévu, comme designé, la couverture empêche efficacement l'évaporation et nos résidus restent saturés en tout temps, limitant ainsi leur oxydation et ainsi aussi la génération de drainage minier acide. Donc, une application concrète avec une couverture monocouche de matériaux grossiers qui fonctionne très bien et qui permet l'oxydation subséquente des résidus après la restauration. Autre exemple d'application, très connu celui-là aussi, c'est la restauration du site Manitou. Le site Manitou, c'est pareil, c'est un site qui a été exploité jusqu'aux années 70-80 et qui a ensuite été plus ou moins abandonné. En raison également de rupture de digues, de confinement, les résidus se sont retrouvés sur des distances assez importantes et au total sont près de 190 hectares, 190 hectares qui ont été recouverts de résidus dont l'épaisseur varie de quelques centimètres jusqu'à 13 ou 14 mètres. Ces résidus sont très réactifs du fait des différentes mines qui ont contribué à produire ces résidus-là, donc des fortes teneurs en sulfure et donc une génération importante d'eau acide pendant plusieurs dizaines d'années. Ce site aussi abandonné est revenu au gouvernement du Québec qui a entrepris les travaux de restauration après de longues analyses, de longues études sur le site. Et la technique qui a été choisie, vous en doutez bien, c'est la technique de recouvrement monocouche avec nappe phréatique surélevée. Sauf que là, ce qui a été réalisé, en fait, c'est qu'on n'a pas été des matériaux grossiers, on a été des matériaux fins. Des matériaux fins, en fait, des résidus non générateurs d'acide produits à une mine à proximité, la mine Goldex, opérée par Nico Eagle, et qui sont transportés, et je dis sont parce qu'ils continuent d'être transportés actuellement, depuis l'opération de production à la mine Goldex, sur à peu près 20 km par pipeline, et déposés directement sur le parc à résidus Manitou. Alors cette situation-là, elle est gagnante-gagnante pour deux raisons. Parce que d'abord, gagnante pour la société et puis pour le ministère, parce qu'on est capable ainsi de restaurer le site Manitou avec un matériel qui est disponible gratuitement et qui ne nécessite pas d'être prélevé dans l'environnement à proximité. 190 hectares avec 1 à 2 mètres de couverture, vous imaginez qu'on aurait quasiment dû construire une nouvelle mine pour produire ce matériel monocouche. Là, il est directement disponible, donc ça va être efficace pour réduire l'empreinte en surface, mais également gagnant pour la compagnie minière, puisque au lieu d'avoir à construire un nouveau parc à résidus, eh bien, la mine Goldex peut utiliser un ancien parc à résidus pour déposer ses rejets produits actuellement et ainsi diminuer d'autant l'emprise en surface qu'aurait eu un nouveau parc à résidus.
Alors, quelques photos de la déposition. Vous voyez ici donc le pipeline qui vient déposer les résidus au sommet des résidus oxydés de l'ancien parc à résidus Manitou. Vous voyez, alors ça c'est au début de la déposition, il y a eu un mélange bien sûr, et c'est là que l'alcalinité des résidus a également contribué à tamponner partiellement l'acide produit sur le site. Et donc, la déposition s'est poursuivie jusqu'à ce qu'on ait à peu près 1 à 2 mètres de résidus Goldex au sommet de nos résidus Manitou afin de créer cette barrière à l'oxygène. Et en plus de ça, donc en plus de la couverture monocouche, en fait, vous voyez qu'en déposant nos résidus Goldex, on a rajouté beaucoup d'eau. Des digues, comme je le disais un peu plus tôt, ont été rajoutées sur le pourtour du site. Et ainsi, le niveau d'eau qui a ensuite progressivement diminué a pu être maintenu à peu près à la surface des résidus afin de les maintenir saturés en permanence et donc de diminuer là aussi leur oscillation et donc le risque de DMA. Et donc aujourd'hui, le site, en tout cas sur une bonne partie du site, a été restauré au moyen de cette technique de couverture monocouche. Là, vous voyez donc la déposition au cours du temps. Donc, vous voyez un petit peu ce que je disais précédemment, c'est que notre niveau phréatique va diminuer au cours du temps, mais on ne le voit pas parce qu'il est sous la surface, mais il est au sommet des résidus. Donc les résidus, eux, restent saturés et donc on prévient ainsi leur oxydation et donc la génération de DMA. Donc voici pour 2 exemples concrets, et vous voyez que ce n'était pas forcément des sites très simples à restaurer, hein, c'est des sites qui avaient été abandonnés, mais où la couverture monocouche avec nappe phréatique surélevée s'est avérée être une technique de restauration efficace pour prévenir la génération de DMA, pour arrêter la contamination qui a été observée sur le site. Donc, pour terminer, quelques conclusions. Je n'irai pas dans le détail de tous les avantages et limitations de la technique par rapport à d'autres systèmes de restauration. La méthode de la nappe phréatique surélevée avec couverture monocouche est une alternative efficace à la restauration, mais pas non plus une méthode miracle. D'accord. Donc, tout va dépendre des conditions de terrain, des rejets, des matériaux, du climat, etc. Mais si c'est bien designé, si c'est bien conçu, la technique peut être très efficace pour prévenir l'oxydation des minéraux sulfureux et donc des rejets réactifs. 2 choses importantes, donc, maintenir le niveau phréatique à une profondeur qui n'excède pas l'AEV ou un demi-AEV, donc c'est-à-dire la valeur de pression d'air, donc la frange capillaire de nos rejets, et en même temps l'importance, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, d'utiliser une couverture monocouche pour mieux contrôler les échanges avec l'atmosphère et optimiser le bilan hydrique sur le site. Comme toujours et pour n'importe quelle technique de restauration, il est absolument indispensable que la technique soit adaptée au site étudié. Ça va dépendre encore une fois de plein de paramètres différents, des matériaux disponibles pour la couverture, des conditions climatiques, de la variation attendue des conditions climatiques en lien avec les changements climatiques et également des résidus eux-mêmes. Donc, la technique de la phréatique surélevée va devoir, avec mon couverture monocouche, va devoir être adaptée à chaque site selon les conditions de terrain. Pour terminer, j'aimerais peut-être revenir sur 3 aspects qui sont actuellement en cours de développement. La couverture monocouche, on sait qu'elle fonctionne bien. On essaie maintenant d'en améliorer l'efficacité ou la capacité d'être mise en place sur plusieurs sites, pour d'autres conditions. On essaie de voir notamment si on est capable d'utiliser des matériaux alternatifs pour la couverture monocouche en raison des quantités importantes de matériaux nécessaires à la restauration. On souhaite notamment essayer de valoriser les rejets miniers dans la construction de la couverture, notamment, je l'ai mentionné, avec quelques travaux préliminaires qui ont été réalisés pour les résidus désulfurés ou encore des roches stériles. Les études sont en cours. Autre chose également que je n'ai pas mentionné, je parle de résidus depuis le départ, la technique est très mal adaptée aux roches stériles. Pourquoi? Parce que dans les roches stériles, qui sont beaucoup plus perméables et qui ont une capacité de rétention d'eau très faible, il est quasiment impossible de rehausser le niveau phréatique jusqu'à la surface des roches stériles. Donc, on essaie de voir actuellement, notamment en utilisant des méthodes de codisposition, résidus et roches stériles, si on est capable de restaurer des sites de déposition, d'entreposage de roches stériles réactives au moyen de cette technique-là, mais en utilisant un mélange donc avec des résidus miniers qui, eux, ont une meilleure rétention d'eau et qui permettraient de contrôler le niveau phréatique.
Et enfin, il y a tout un aspect important à considérer, à étudier, qui est celui de l'impact de la végétation sur la performance de la technique de la nappe phréatique surélevée avec couverture monocouche. C'est particulièrement important parce que on sait aujourd'hui que les sites doivent être ramenés à un état naturel satisfaisant qui s'intègre au paysage. Donc, la végétation doit être incluse dans la restauration, mais on sait que la végétation va avoir deux effets. Elle va d'un côté limiter le ruissellement, donc peut-être favoriser l'infiltration, mais en même temps, par transpiration, il y a une perte d'eau supplémentaire qu'il va falloir prendre en compte dans le design. Donc, il reste encore une fois à étudier cet aspect-là, donc aspect de la végétation sur la performance du système. Et je finis là-dessus, comme ça me permet de finir avec une photo un petit peu de site restauré avec un peu de verdure, parce que je pense avoir montré un peu trop de photos de sites abandonnés avec beaucoup de couleurs orange. Donc, je termine là-dessus et je vous remercie encore tous pour votre attention aujourd'hui et je reste disponible, bien sûr, pour répondre à vos questions. Merci à tous. Donc, merci, professeur Paps. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Comme mentionné au début du webinaire, je vous invite à utiliser l'outil de questions-réponses en bas de votre écran. Donc, on a déjà quelques questions. Je vais y aller tout de suite donc, pour le professeur Paps. Est-ce que la qualité de l'eau peut être un critère pertinent pour évaluer la performance de cette technique de recouvrement? Dans le cas, elle n'est pas assez pertinente, quels critères pourrons-nous utiliser pour évaluer son efficacité? Je pense qu'il y a plusieurs choses dans la question. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, première chose, c'est que oui, la qualité de l'eau, bien sûr, va être un critère pertinent. Il va falloir, dans nos essais de laboratoire, de terrain et de simulation numérique, prendre en compte l'évolution de la qualité d'eau pour nous assurer que la technique est effectivement performante. Ou alors, sinon, justement, changer les paramètres de conception pour arriver à cette performance-là. Peut-être qu'il y a une question sous-jacente que je crois comprendre dans cette question-là, c'est également l'éventuelle précontamination du site qui peut également avoir un impact sur la performance du système. Comme je l'ai mentionné assez rapidement, la technique a été adaptée aussi au site préoxydé, comme on l'a vu d'ailleurs à Aldermac ou à Manitou. D'autres sites également ont pu être préoxydés précédemment. Et donc, dans ce cas-là, on va viser des critères un petit peu différents. On va plutôt adapter et ramener le niveau phréatique, non pas à 1,5 AEV de profondeur, mais jusqu'à la surface. Et il a été montré que dans ce cas-là, c'était suffisant pour prendre en compte la qualité d'eau dans la restauration et prévenir à terme la contamination. Merci, M. Paps. Donc, une prochaine question. Le principe de recouvrement d'eau comme barrière à l'oxygène mentionne qu'une certaine hauteur d'eau, variable selon Fetch, température, etc., est essentielle pour empêcher l'oxydation des résidus sous-jacents à la dite nappe aqueuse. Donc, implicitement, des résidus saturés à 100% peuvent tout de même s'oxyder. Cependant, avec le principe de nappe phréatique surélevée mentionné dans ce webinaire, on parle d'une saturation minimale de 85%, qui varie selon l'AEV recherché. Est nécessaire pour empêcher l'oxydation des résidus. Oui, il y a deux choses ici dans cette question. Ouais, effectivement, bonne question. C'est un point intéressant. Deux, trois petits commentaires. La première, c'est que ce n'est pas tout à fait comparable à un recouvrement en eau. Effectivement, le fait va entraîner des mouvements de mélange, des mouvements de remise en suspension des particules, ce qui ne se produit pas pour des résidus où l'eau, en fait, elle est dans le milieu poreux. Donc, le vent n'a pas autant d'effet sur les mélanges que dans une nappe en eau en surface. Donc, d'ailleurs, on le voit bien, hein, pour une couverture en eau, si on rajoute un matériel granulaire au sommet, on va créer une barrière à la diffusion et au mélange de l'eau. Donc, c'est un petit peu la même chose ici. Parce que ce sont des matériaux granulaires saturés, on ne va pas avoir les mêmes phénomènes de mélange que pour une couverture en eau. Donc, on va être capable de prévenir l'oxydation. Deuxièmement, le 85%, c'est pour une barrière à l'oxygène de type CEBC ou autre. Dans une couverture, dans la technique de la nappe phréatique surélevée avec couverture monocouche, on va plutôt viser un 100% de saturation pour les résidus. Le 85%, c'est pour une couverture, mais dans la nappe phréatique surélevée, on veut que nos résidus soient complètement saturés. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vise AEV ou 1,5 AEV. C'est parce que dans ces conditions-là, nos résidus par capillarité vont être 100% saturés. Donc, le 85% ne s'applique pas à la technique de la nappe phréatique surélevée.
C'est 100% qu'on vise. Merci. Combien de temps une telle construction peut-elle prévenir le DMA compte tenu qu'une forêt poussera, que la monocouche s'altérera chimiquement et physiquement? Donc, l'idée, lorsqu'on restaure un site minier, c'est de prendre en compte une durée de vie qu'on va dire indéfinie. Indéfinie parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. En pratique, concrètement, c'est-à-dire quoi indéfini? Ça veut dire infini. Il faut que lorsqu'on design une restauration, il faut qu'elle dure 100 ans, 1000 ans. Il faut qu'elle dure tout le temps. D'accord? Donc, il faut qu'elle dure. Et s'il est bien designé, elle peut durer autant. Donc, c'est sûr que pour cela, il va falloir s'assurer que la couverture monocouche reste performante à prévenir l'évaporation durant un temps indéfini. Donc, il va falloir prendre en compte les changements climatiques, notamment, comme je l'ai mentionné précédemment. Il n'y a pas forcément d'altération chimique ou physique des matériaux. Si on prend des matériaux naturels, comme on le recommande généralement, des matériaux naturels vont être capables de rester intacts pour une très longue période de temps. Donc, il n'y a pas d'altération physique des matériaux naturels ni chimiques au cours du temps. Pour la question des arbres et de la forêt, effectivement, comme vous mentionnez, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qu'il va falloir prendre en compte. Il va falloir s'assurer soit de mettre en place une végétation qui permette de favoriser ou d'améliorer la performance du recouvrement, soit à l'inverse, on n'est pas capable de la contrôler, de s'assurer que l'apparition de racines ou de végétation dense ne va pas altérer la performance. Donc, on pourrait pour cela utiliser un certain type de substrat pour la cote monocouche. On pourrait également augmenter l'épaisseur de la cote monocouche afin d'éviter que les racines n'aillent trop en profondeur et ne touchent les résidus. Donc, pour résumer, il faut, ce n'est pas une question de risque, il faut s'assurer que la couverture monocouche avec nappe phréatique surélevée reste une technique efficace à très long terme pour une durée de vie indéfinie. Et pour cela, il va juste falloir faire un design qui nous assure que les matériaux de la couverture soient résilients, soient stables à long terme et que la végétation ne vienne pas altérer la performance dans le mauvais sens. Merci. Qu'est-ce que vous signifiez par adapter la méthode aux roches stériles, notamment la codisposition? Il y a deux choses en fait. Il y a d'abord la possibilité d'appliquer les roches stériles comme matériaux de couverture. Dans ce cas-là, bien entendu, il faut que les roches stériles soient non réactives, ou du moins qu'on ait un contrôle de l'arrêté des roches stériles, puisqu'elles vont être exposées directement à l'atmosphère. Si maintenant on veut appliquer par contre, la technique de la monocouche avec nappe phréatique surélevée avec des roches stériles, comme je l'ai dit, c'est compliqué parce qu'on va avoir du mal à faire remonter le niveau phréatique dans les roches stériles qui sont très perméables et qui ont une très faible rétention d'eau. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est en co-disposant, c'est-à-dire soit inclure des inclusions de roches stériles dans un parc à résidus, soit mélanger les deux matériaux afin de bénéficier des capacités de rétention des résidus pour garder le niveau d'eau à la hauteur souhaitée, à la profondeur souhaitée, et ainsi saturer de fait même les roches stériles déposées en même temps que les résidus. Donc, c'est profiter des capacités de rétention d'eau des résidus pour saturer les roches stériles et contrôler le niveau phréatique dans les roches stériles. Parfait. Prochaine question. Comment avoir un tapis d'échantillité à la base? Et qu'en est-il de son effet par rapport au bilan hydrique? Échange avec la nappe phréatique. Il faut en fait construire cette tapis d'étanchéité avant le début de déposition, dès le début des opérations en fait. C'est très difficile d'aller faire des injections de matériaux imperméables a posteriori. Donc, il faut construire cette tapis d'étanchéité dès le début, généralement avec des alternances de matériaux imperméables, comme par exemple, c'est ce qui se fait typiquement, des couches d'argile compactée surmontées d'une géomembrane par exemple. Et ensuite, normalement, on va avoir des taux de percolation qui sont extrêmement faibles. C'est normé d'ailleurs parce que c'est devenu une obligation de nos jours pour nous assurer d'éviter les contacts entre une éventuelle eau contaminée dans le parc et le milieu naturel. Donc, avec les techniques actuellement en utilisation, on est capable d'avoir des conductivités hydrauliques équivalentes autour de 10-12, 10-14 mètres par seconde. Donc, on limite vraiment les échanges entre le parc à résidus et la nappe phréatique régionale. Merci. Donc, on prendra une dernière question, étant donné l'horaire prévu. Que devient cette eau plus tard? Ne pose-t-elle pas d'autres problèmes?
Alors, j'imagine que la personne voulait parler de l'eau dans le parc à résidus, justement. En fait, pas vraiment, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de mouvement d'eau. L'eau va être retenue sur le parc à résidus, donc elle ne sortira pas du parc, ou très peu. En tout cas, on va la contrôler à la sortie. Et deuxièmement, ce qu'il faut bien voir, c'est que les rejets miniers ne sont pas contaminés a priori. Mettre de l'eau au contact des rejets miniers, ça ne va pas contaminer l'eau. Ce qui va contaminer l'eau, c'est l'oxydation de ces matériaux-là. Donc, si vous voulez, c'est une contamination potentielle qui pourrait se produire. Mais si on empêche efficacement l'oxydation à la source, il n'y aura pas de contamination. On pourra faire passer autant d'eau qu'on souhaite à travers le parc à résidus, il n'y aura pas de contamination. Donc, même si l'eau sort effectivement en petite quantité de travers les digues, eh bien, on n'aura pas d'eau contaminée. L'eau va être propre parce qu'on aura bloqué l'oxydation à la source. Dans le cas très particulier des sites préoxydés dont j'ai montré quelques exemples aujourd'hui, dans ce cas-là, effectivement, il va falloir compléter le système de restauration par un système de traitement de l'eau et pour s'assurer donc de polir, d'améliorer la qualité interstitielle qui était déjà contaminée, pas à cause de la restauration, mais à cause de ce qui s'est passé avant la restauration. Donc, le temps que cette eau-là sorte, effectivement, il va falloir la traiter. Et ça, ce sera comment est-ce qu'on le fait? Ce sera l'objet d'un webinaire prochain. Merci, M. Paps. C'est donc ainsi que se termine cette période de questions. Pour toute question supplémentaire ou des questions plus spécifiques, vous pouvez les faire parvenir à l'adresse webinaire-me@ucat.ca, dont l'adresse sera mise à l'instant dans l'outil Converser. Un suivi sera fait dans les meilleurs délais. Avant de terminer, je vous invite à consulter la page web des webinaires Mines et Environnement dès maintenant pour vous inscrire aux prochaines activités. D'ailleurs, je vous partage mon écran à l'instant pour vous présenter le prochain webinaire qui se déroulera le 15 avril prochain de 11h30 à 12h30. Ce webinaire est tiré du chapitre 5 du livre dont l'auteur est le professeur titulaire de l'UQAT, Bruno Bussière, ainsi que le professeur de l'Université d'Alberta, J. Ward Wilson. Donc, pour la suite, je termine en vous mentionnant que le webinaire Mines Environnement sont tirés de l'ouvrage Hard Rock Mine Reclamation. Donc, vous trouvez toutes les informations, en fait, à l'écran présentement. Il est possible de se procurer le livre qui est disponible actuellement. Il a été édité par les professeurs Bussière et Guitoni à l'IRM UQAT. Enfin, je vous invite à participer en grand nombre au Symposium 2021 virtuel sur l'environnement et les mines qui aura lieu du 14 au 16 juin prochain. Ce symposium, organisé par l'UQAT et l'ICM, comprendra 4 sessions, une vingtaine de présentations de haute qualité et des orateurs de classe mondiale. Plusieurs thèmes d'actualité en environnement minier seront abordés. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site web de l'événement dès maintenant. Je vous souhaite donc une bonne journée à toutes et à tous. Je vous remercie de votre participation. Je laisse le mot de la fin à Thomas Paps là, pour terminer. Juste remercier encore tout le monde et vous-même, Stéphanie, pour avoir organisé ce webinaire. Merci à tous.